Messieurs, dames, Tanguy Koki. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également produits qui a aloe vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896 plus 243 994 940 896 ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Le professeur André Mbata, constitutionnaliste, c'est la deuxième ou troisième fois que nous l'avons sur ce plateau. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation. À votre droite, une figure également bien connue, le professeur Jacques Njoli, constitutionnaliste, Université de Kinshasa. Merci à vous aussi, professeur. Merci, Oscar. Et le professeur Eyoupar Maker, vous êtes traductologue, voilà, faculté des lettres et sciences humaines à l'Université de Kinshasa. Voilà les décors plantés avec trois éminents professeurs pour parler de notre constitution en fait en vigueur depuis 2006 et nous allons essayer de soulever quelques questions que vous posez, que nous nous posons pour voir si aujourd'hui cette constitution a pu effectivement mettre en place un état de droit, un état souhaité par tout le monde depuis Sun City. Alors je préfère, professeur Mbata, est-ce que on peut brièvement remonter aux origines de cette constitution? Merci beaucoup. Je voudrais, au nom des collègues et puis au nom de tous ceux qui ont participé au colloque sur le 6e anniversaire de la Constitution, au nom même de notre peuple, remercier quand même vivement la RTNC, son directeur général intérimaire, tout son personnel, et pour la manière dont cet événement a été couvert. Parce qu'il faut dire que pour nous, la célébration de la Constitution, l'anniversaire de la Constitution de la République, c'était un grand événement, parce que comme vous le savez, et à partant même du préambule, c'est nous, peuples congolais, qui sommes l'auteur de cette Constitution. Et c'est donc un événement très important qui ne pouvait pas passer inaperçu. C'est la raison pour laquelle l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, que j'ai l'honneur de diriger, avait organisé un grand colloque au Palais du Peuple le 18 février 2022. Ce colloque qui a connu la participation de plusieurs autorités nationales, le président des deux chambres, les membres du bureau du Haut Conseil de la magistrature, des professeurs d'université, des chercheurs, des étudiants, des hommes des médias, des représentants de la société civile. Donc c'était un grand événement pour nous. On a célébré la Constitution. On a célébré la Constitution et elle méritait la peine d'être célébrée. Tout simplement parce que, comme vous l'avez bien dit, c'est elle qui nous constitue comme la République. C'est cette Constitution qui fait la République. Et tout à l'heure, vous demandiez qu'on puisse quand même faire un état des lieux, de dire d'où on vient avec cette Constitution. Oui, brièvement. Brièvement, nous en sommes là à la troisième Constitution de la République à avoir été adoptée par référendum. La première, c'était le 1er août 1964. La deuxième, c'était le 24 juin 1967. Et c'est la troisième Constitution, et j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est la meilleure que nous ayons depuis notre indépendance. Eh bien, nous sommes partis d'où? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, et on peut retrouver ça dans l'exposé des motifs. À Sun City, après plusieurs années de rébellion, les Congolais s'étaient mis d'accord qu'il fallait finalement ramener la paix au pays. Il fallait reconstruire un Congo nouveau. Et c'est ainsi qu'à Sun City, ils s'étaient engagés à produire, à adopter une nouvelle constitution. De Sun City, nous avions l'acte de transition et à l'issue duquel une nouvelle constitution devait être adoptée. Et c'était en 2006. Et ce texte est passé par le Sénat
le Sénat, il y a eu effectivement une équipe d'experts, des Congolais comme des étrangers, d'autres. Et puis le texte a été finalement approuvé, adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale. Et finalement, il avait été soumis au référendum du 18 au 19 décembre 2005 pour être promulgué par le président de la République le 18 février 2006. Donc, depuis lors, nous avons une nouvelle constitution et c'est la meilleure que nous avons. On va aller plus loin. Parce qu'on va parler de l'alternance. On verra en quoi il a été meilleur pendant tous les parcours. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un peu sur base de cette constitution de la République. 2006, professeur Jacques Joly. En 2006, nous étions en fait en pleine turbulence politique au moment où, à Sun City, on était en train d'adopter cette constitution. Mais il s'agit d'une constitution de consensus entre belligérants. Pourquoi devons-nous continuer encore à l'utiliser jusqu'à aujourd'hui? Je crois que vous avez... Mais je ne sais pas si c'est les mots. Non, vous appelez ça constitution des belligérants. Oui. Mais lorsque vous voyez le processus de sa production, c'est vrai que c'est un processus atypique. Le professeur Mbata a dit que le cadre d'élaboration, le projet d'élaboration découle, n'est-ce pas, de Sun City, où les forces politiques se sont retrouvées. C'est vrai que ce n'étaient pas des forces politiques élues, mais c'était des forces politiques qui ont représenté les différents groupes sociopolitiques de notre pays. Nous avions effectivement un Parlement constitué essentiellement des belligérants. Mais dans ces parlements aussi, il y avait les forces politiques locales. Alors, ces forces ont élaboré la Constitution, le Sénat, l'Assemblée nationale, et ça a été soumis au référendum. On peut discuter sur la qualité de ces référendums, mais c'était une constitution qui est une production des compromis. Compromis essentiellement avec les forces politiques de ces moments-là. Alors, c'est peut-être ça sa faiblesse, mais comme toute constitution, elle peut être octroyée, elle peut être négociée, ou elle peut être d'origine populaire. Celle-là a cette faiblesse-là. Mais le problème maintenant, est-ce que les compromis qui ont été trouvés, ce sont des compromis qui traduisent les équilibres ou les attentes de la population? Est-ce que ces compromis traduisent l'identité du peuple congolais? Il y en a qui sont allés plus loin pour dire que c'est une constitution de partage de pouvoir. Oui, de partage de pouvoir, mais qui répond à un certain nombre de préoccupations fondamentales. C'est-à-dire, on souligne dans cette constitution, dès le préambule, que la cause, n'est-ce pas, de la crise qui frappe notre pays depuis 1960, une des causes fondamentales, c'est la contestation de la légitimité des institutions et des animateurs. Ça, c'est une vérité historique et politique. Et deuxièmement, il y a une forte demande, ce qui a provoqué peut-être cette guerre, d'un nouvel ordre politique basé sur la volonté du peuple. Et ce peuple-là veut qu'au cœur de l'Afrique soit établi un état de droit démocratique. Alors, maintenant, c'est produit plus ou moins de compromis, mais le compromis, ce n'est pas simplement entre les forces politiques, aussi au niveau des idées. Je prends le premier compromis. D'abord, la place importante accordée aux droits de l'homme dans cette constitution. Deuxième élément, c'est tiré de l'histoire. Nous sommes un pays où les droits de l'homme sont totalement bousculés et esquintés. Deuxième compromis, il y a toujours eu dans notre pays un débat entre les unitaristes et les fédéralistes. Les fédéralistes, oui. Cette constitution, comme d'ailleurs en 64 ou même en 60, a trouvé un compromis. Pour ne pas donner raison totalement aux unitaristes, aux fédéralistes, on a trouvé un compromis qui s'appelle l'État régional. C'est-à-dire, on reconnaît l'autonomie des provinces, mais il y a quand même un État uni, c'est-à-dire où on garde l'unité de la République. Un troisième compromis, c'est le compromis entre les tenants d'un régime parlementaire strict, avec un gouvernement responsable, et les tenants d'un régime présidentiel, où c'est le président qui conduit.
tirant les leçons de l'histoire, où le régime présidentiel de M. Mobutu nous a conduit à un présidentialisme débridé, on a voulu avoir une hiérarchie au sommet entre un président qui est le chef de l'exécutif et que seul peut convoquer le conseil de ministres, et un premier ministre chef du gouvernement qui définit la politique de la nation et qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Un autre compromis, toujours au niveau institutionnel, c'est au niveau du pouvoir judiciaire. On voulait avoir cette fois un pouvoir judiciaire indépendant de deux autres, avec un conseil supérieur de magistrature essentiellement composé, n'est-ce pas, de magistrats, présidé par le président de la Cour constitutionnelle, et 3 ordres de juridiction. Donc voilà donc ces équilibres qui ont été trouvés. Maintenant... Oui, ce sont des équilibres, en fait, c'est même faisant qui ont toujours été bousculés. Voilà, c'est là le vrai problème. Oui, je sais pas. Alors, on va y arriver. Mais je préfère, pour le professeur Mbata, vous dites que c'est la meilleure constitution qu'on a eue jusque-là. Mais tout de même, c'est une œuvre humaine, comme on a dit tout de suite là. Elle a quand même ses forces et ses faiblesses. Mais je préfère qu'on commence par les faiblesses d'abord. Bon, merci, on va y arriver, mais je voudrais répondre à une question là sur le compromis. Je crois que lorsqu'on voit la rédaction des constitutions dans le monde, la constitution, en fin de compte, il y a toujours un compromis, à la base. Évidemment, il faut différencier entre ce qu'on entend par compromis et compromission. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a quelque part un consensus, non seulement entre les forces politiques en présence, mais aussi entre les composants de la population. Vous le voyez bien dans le préambule, c'est nous, peuple congolais, unis par le destin, dans nos diversités, dans nos ethnies, venant de plusieurs ethnies différentes, nous sommes quand même parvenus ensemble à adopter un texte afin de bâtir au cœur de l'Afrique un pays plus beau qu'avant. Donc, c'est tout. Je voudrais indiquer cet aspect-là parce que ça revient souvent dans les médias, compromis, mais très bien. Un compromis n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ce qu'il faut blâmer, c'est la compromission, par contre. Donc, pour revenir à votre question, je dirais que c'est jusque-là, c'est la meilleure constitution que nous avons. C'est la meilleure parce que vous avez, c'est elle qui nous permet d'exister. Nous avons ces droits et libertés dont nous jouissons actuellement. Nous sommes heureux d'être ici, par exemple, à la RTNC, jouissant de libertés que nous avons, que nous n'avions pas avant. Par exemple. Et nous avons maintenant, pour la première fois, il y a une alternance démocratique dans notre pays. Et ça, c'était parmi vous, lorsque vous voyez l'exposé des motifs, parmi les préoccupations majeures qui devaient présider à l'organisation, au fonctionnement des institutions, il y avait le point 7, c'est l'alternance démocratique. Et pour la première fois dans notre histoire, c'est cette constitution qui permet cette alternance démocratique avec l'arrivée de Félix Tshisekedi comme président de la République. Cela n'était pas possible. On n'a pas eu d'alternance pendant la Première République. La Constitution de 1964, elle ne nous a pas permis cette alternance. La Constitution de 67 avec Mobutu, elle ne l'a pas permis non plus. Eh bien, c'est cette Constitution qui, pour la première fois dans notre histoire, nous permet cette alternance démocratique. Et vous avez également le fait que ça fait 16 ans. 16 ans, une Constitution qui n'a été révisée qu'une seule fois. Une fois, oui. Et le prof Ndolé qui enseigne le cours de la Constitution congolais peut également vous le dire. Combien de fois le texte de 67, par exemple, a été révisé? Il y avait une révision pratiquement chaque mois. Chaque mois. Mais voilà un texte qui tient et qui se maintient. Et je dois dire une chose, aucune constitution n'est parfaite. Même pas celle des États-Unis dont on parle tant. Même pas celle de la France, ni de la Belgique. La constitution reste toujours une œuvre humaine. Et pour l'heure, je dois dire, je crois que ce n'est pas le prof Macaire qui va me contredire, ni le prof Ndoli. Donc c'est cette constitution qui a permis ces avancées-là. Je voudrais ajouter un point très important. Parce que très souvent, les gens ne jugent la constitution que lorsqu'ils voient l'aspect lié à l'organisation des pouvoirs. Le président de la République. Mais ce n'est pas ça. Mais justement, c'est là le problème. Quand j'ai parlé de partage de pouvoir, il y a certains moments, c'était ça. Mais alors... Mais la constitution n'est pas ça. Ça, c'est un point très important. Parce que très souvent, on réduit la constitution à l'organisation et au fonctionnement de pouvoir au niveau central. Est-ce que ça n'a pas été tout de même taillé sur mesure?
Je voudrais Surtout commencer. les belligérants, c'est ceux qui Je voudrais qui commencer par le commencement. Oui. Je crois que le pauvre Diolou l'a dit. Cette constitution, nous, peuple congolais, unis autour de nos nobles idéaux, lorsque vous voyez le chapitre premier, le titre premier et le deuxième, mais la souveraineté, lorsque l'article premier nous dit la République démocratique du Congo est dans ses frontières au 30 juin 1960 un état de droit démocratique. Est-ce que c'est une compromission? Mais si je peux ajouter quelque chose. C'est terrible. Et puis vous avancez le prof oral au temps. Avant même d'arriver à une constitution, avant même d'arriver au pouvoir du président de la République, mais cette constitution, elle détermine nos droits et nos libertés, avant même l'organisation des pouvoirs publics. C'est pour vous dire comment même l'aspect des droits humains est plus important que l'organisation. Voilà, merci. Donc, le procès Bakar brûle dans la vie quand même. Je reviens à vous. On reviendra. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une constitution en fait, qui a consacré la paix des braves. Excusez-moi si je suis un peu à côté. Quelque temps après, il y a eu un référendum, en fait, qui avait été boycotté par quelques forces politiques et sociales. Est-ce que cela ne signifie pas que la population à qui on avait soumis ces textes n'avait pas bien intériorisé le contenu qui lui a été proposé? Merci pour la parole. Je crois que on ne peut pas dire que la population n'a pas intériorisé le contenu. Parce que je crois bien, je n'ai pas les chiffres, si je m'abuse, le professeur juriste pourra me corriger. Je crois que le référendum a donné les résultats de plus ou moins 85% de oui. Cela voudrait dire que la population a été accompagnée. La population a intériorisé les principes de base. Nous ne pouvons pas dire ici que la population a intériorisé toute la Constitution. Non, on ne peut pas l'affirmer. Mais au moins, les points essentiels, l'architecture fondamentale de la Constitution, je crois que la population a été accompagnée. Elle a au moins compris. Et n'oublions pas toujours le contexte. Le contexte est très important, d'où nous venons. Et en ce moment-là, quel était l'objectif? L'objectif était qu'on arrive aux élections crédibles et transparentes. Et la condition pour y arriver était l'adoption d'une constitution. Et je crois que cet aspect-là de la question est très important pour voir 16 ans après, justement, où en sommes-nous? Oui, justement, je reste encore à l'époque, puisque je me souviens qu'il y avait un problème, c'est le problème de la mise à la disposition de la population de ces textes qui n'avaient pas été suffisamment traduits dans les langues nationales pour être vulgarisés. Merci, merci. C'est justement la question. Il n'est pas tard. En fait, il y avait une traduction. La Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT, avait traduit les textes dans les 4 langues nationales. Mais il faut comprendre que c'est un travail scientifique qui n'a pas peut-être respecté toutes les étapes pour arriver à de très bonnes traductions. Mais au moins, c'était un pas. Et il faut féliciter cette ONG qui a pu mettre à la disposition du public au moins des textes qu'ils pouvaient lire dans nos langues. N'est-ce pas? Parce que la Constitution, ce n'est pas une affaire des juristes, ce n'est pas une affaire des intellectuels, c'est d'abord une affaire du peuple. Et le peuple congolais, c'est la Constitution des Congolais. Donc il fallait qu'on l'aie dans les 4 langues nationales. Certaines personnes, certaines institutions, certaines ONG ont pu faire le travail, mais comme le dit le professeur Njoli, c'est un travail qui reste encore à faire et qui devra être fait, qui devra être amélioré parce qu'il y a un problème d'appropriation. Ok, alors, professeur Njoli, tout à l'heure, alors, est-ce que dans les 16 ans-là, est-ce que nous avons réussi à asseoir un état de droit avec notamment une justice indépendante, puisqu'on a parlé de la justice tout à l'heure? Est-ce que nous sommes arrivés à asseoir une justice indépendante
qui assure un fonctionnement harmonieux en fait de toutes nos institutions. Oui, avant d'arriver à... C'était l'un des grands objectifs. Voilà, l'une des préoccupations fondamentales, ce qu'on appelle la dimension axiologique, c'est-à-dire le projet que vise cette constitution, c'est d'arriver à une justice indépendante. Et cette justice a une mission fondamentale, d'abord de garantir les équilibres entre le pouvoir qui a été trouvé et surtout de garantir le respect de droits de l'homme qui sont consacrés par cette constitution. Parce qu'une constitution, comme l'a dit le professeur Mbata, ce n'est pas seulement l'architecture institutionnelle du titre 3. Il y a pratiquement dans notre constitution plus ou moins 9 titres, 8 titres. Alors, si vous limitez la constitution au titre 3, vous n'avez pas vu toute la constitution. Et c'est là, avant d'arriver à la justice, où je voudrais vous dire que les 16 années de cette constitution, c'est une durée exceptionnelle, c'est pas particulière. Le professeur Mbata vous a parlé de 3 constitutions qu'on appelle définitives. Mais en fait, ce sont des constitutions qui ont été soumises à l'approbation du peuple. Mais une constitution n'est pas simplement le produit démotique du peuple. Il y a des constitutions octroyées. Et dans notre histoire politique et constitutionnelle, nous disons qu'il y a plus ou moins 20 constitutions produites depuis la loi fondamentale. Et la loi fondamentale n'a pas pu saisir la matrice politique. Il y a eu le premier coup d'État, n'est-ce pas, de commissaires généraux, où on a eu un décret loi constitutionnelle, et jusqu'à 2006, nous avons eu pratiquement les constitutions qui ont des durées de vie qui ne dépassent pas 3 ans. Donc à 60 ans d'histoire, nous avons eu plus ou moins de textes. On a même un texte de constitution confédérale qui a été produite, n'est-ce pas, à Tananarive. Pour dire que cette constitution a cette qualité exceptionnelle que, produite par les forces politiques, comme on le dit, de manière hybride ou un cocktail assez particulier, cette constitution a été intériorisée par le peuple. Vous vous rappelez, Oscar, en 2015, d'abord en 2011, lorsque la révision de cette constitution a eu lieu, c'est après une révision qui a échoué, initiée par un nombre de collègues à l'Assemblée nationale, je crois le professeur Kalala. Oui. Ça a été un blocage. Le président Kabila lui-même est venu dire aux parlementaires qu'on ne peut pas toucher à la constitution n'importe comment. En 2011, dans la dimension de recherche de conservation du pouvoir, on est passé de 2 tours à 1 tour. Et on a voulu même toucher à l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais ça a été au forceps. C'était pas facile. Mais lorsqu'ils vont tenter la même démarche, en 2015, pour commencer ce qu'on appelait le manœuvre du 3e mandat, le peuple congolais s'est levé et on a refusé qu'on puisse parler du 3e mandat. Nous-mêmes, avec le professeur Mbata, nous avons pris nos responsabilités, et c'est toute la classe politique. Toute cette tentative, c'était au nom de cette constitution. Et c'est une prise de conscience. Une prise de conscience. C'est que la population a pris ces textes-là et en a fait son affaire, son âme. Et pas plus tard que sous notre mandature, vous savez que la crise du Parlement est partie du quoi? Et là, je vous rejoins, c'est lorsque un groupe des députés du FCC ont voulu toucher à l'indépendance du pouvoir judiciaire qui était consacrée par cette constitution pour faire des procureurs des agents du pouvoir exécutif de manière absolue et les exclure du Conseil supérieur de la magistrature pour créer ce qu'on appelait la conférence, n'est-ce pas, des procureurs. Le peuple s'est levé et le chef de l'État, lui-même, en tant que garant, a dit pas question. Et nous étions parlé du peuple, je peux vous dire que nous sentions la volonté du peuple. C'est qu'il y a eu appropriation. Il y a eu appropriation de ce qu'on appelle l'état de droit. Il y a eu appropriation de ce qu'on appelle la
popularisation ou l'appropriation de la Constitution. C'est pourquoi je parle du patriotisme constitutionnel. D'accord, mais est-ce que cet état de droit, nous l'avons aujourd'hui? Non, l'état de droit, ce n'est pas un terminus. C'est un processus. Mais c'est quand même une des bases fondamentales. Une base fondamentale. Oui. Et nous sommes, aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui en fait son cheval de bataille. Et dans cette quête d'instauration de cet état de droit, il ne faut pas dire que c'est l'histoire d'un individu. C'est notre combat à tous, y compris le pouvoir judiciaire. Et sur ces points-là, et c'est là où je vais atterrir, c'est que dans l'architecture mise en place, il y a le pouvoir exécutif, qui d'ailleurs a la mission, mais très souvent, c'est ces pouvoirs-là qui touchent le plus à l'équilibre de l'état de droit. Nous avons le pouvoir législatif, qui est aussi un pouvoir qui, dans l'équilibre ou dans le jeu de rapport, parfois va avec le pouvoir exécutif. Donc, finalement, les gardiens de l'équilibre, c'est le pouvoir judiciaire. Oui. Et là, il y a des choses à faire. D'abord, au niveau de l'architecture prévue. Vous savez, on a parlé d'un pouvoir judiciaire indépendant, composé de 3 ordres de juridiction. Il y a même d'autres qui disent 2, mais nous disons 3. Parce qu'il y a la Cour constitutionnelle, le juridiction de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif. Oui. Aujourd'hui, cette verticalité, cette architecture n'est pas encore arrivée à sa maturation. La Cour constitutionnelle d'abord. Le chef de l'État avait reconnu qu'il y a encore des choses qui restent à faire. Voilà, beaucoup de choses à faire d'abord au niveau de l'architecture. La Cour constitutionnelle est là depuis 2015, alors que la Constitution est de 2006. Donc il a fallu 9 ans. Et il y a beaucoup de choses à faire. La jurisprudence est encore naine. Il y a une expérience qu'il faut trouver. Ça, c'est de 1. De 2, du côté de l'ordre de juridiction administrative, vous savez qu'il n'y a que le Conseil d'État qui est là. Mais tout ce qui est cour administrative, d'appel et tribunal administratif n'existait pas encore. Et même dans les juridictions de l'ordre judiciaire, vous savez que nous avons la cour de cassation, nous avons des cours d'appel, mais dans quelles conditions ces cours d'appel fonctionnent dans les provinces? Et ce qui est plus grave, nous n'avons pas encore des tribunaux de paix, il y a encore des tribunaux coutumiers qui continuent à fonctionner, il n'y a pas toute l'architecture, il n'y a pas encore le budget, et surtout... Et la situation des parquets? Des situations des parquets qui posent encore problème de compréhension. Donc en fait, la Constitution, c'est les juges qui vont être les derniers, n'est-ce pas, boucliers de cette Constitution. Et là, nous avons beaucoup de travail à faire. Mais ces mêmes juges, professeur Mbata, dont on dit, qui restent englués dans la corruption aujourd'hui. Bon, c'est vrai. Mais je crois, comme le prof Njoli l'a dit, c'est que nous sommes là face à un processus. Et je crois que le problème qui surgit le plus souvent, c'est au sujet de l'état des droits, où est-ce que nous en sommes arrivés. Il faut dire ceci, c'est que même en France, même ailleurs, l'état de droit reste un processus. Je crois que vous l'avez vu aux États-Unis avec Trump qui tripotait un peu avec le pouvoir judiciaire aussi. Et même des cas pareils en France. Mais ce n'est pas la même chose chez nous. Je voudrais dire que nous sommes dans un processus. Je crois que les fondements ont été posés sur lesquels nous pouvons bâtir un véritable état de droit. Bien sûr qu'il y a des choses qui restent à faire, notamment la question de la justice. Elle est importante. Elle est importante, le président de la République l'a souligné à plusieurs reprises. Parce que justement, au terme de l'article 149, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Et ça, c'est très important. Et l'état de droit, vous faites bien de revenir, je l'ai souvent dit, lorsque vous lisez l'article 1er, l'état de droit, c'est le qualificatif de la République. Parce qu'on vous dit la RDC est un état de droit. Et lorsque vous allez au préambule, nous, c'est déterminé à bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère. Donc l'état de droit, c'est un concept clé. Le constituant s'est rendu compte que sans un état de droit, nous ne pouvons pas être une nation puissante et prospère. Sans un état de droit, nous ne pouvons pas bâtir un pays plus beau qu'avant. Alors là où je vous rejoins, c'est que ça reste un processus et c'est là la défense de l'état de droit finalement. Je veux
peut-être aller au-delà de ce que le pauvre Ndiolo a dit, c'est la justice, mais aussi le peuple lui-même. Parce que c'est le peuple lui-même qui est le père de la Constitution. Et ce qui est heureux, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'il y a eu dérapage, vous avez entendu notre peuple crier. Qu'il soit de la majorité de l'opposition, c'est finalement pour se dire, voilà comment la Constitution, un effort a été fait dans le sens de l'appropriation. D'accord, professeur, mais les turbulences que nous connaissons aujourd'hui, les turbulences, les actes de violence que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'ils ne sont pas dus à la mauvaise compréhension, à la non-atteinte, évidemment, même à 60%, de cet état de droit? Je prends l'exemple du M23 qui est toujours en activité aujourd'hui. Vous avez les groupes armés et vous avez le retour de certaines pratiques comme le tribalisme et puis les politiciens qui se contestent à chaque coin de rue, par exemple. Est-ce que ce n'est pas la mauvaise compréhension ou la mauvaise application de ces processus qui doit nous cheminer vers un état de droit? C'est même parfois l'ignorance. Ce qu'il faut, là où on est d'accord, c'est que les antivaleurs persistent. Et vous savez, il y a des antivaleurs qui persistent. M23, ceci, cela. Mais ce sont des gens qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris leurs droits et leurs obligations en tant que citoyens de la République. Parce que lorsque vous êtes un citoyen de la République, vous n'allez pas faire la guerre à votre propre pays. Non, ça ne marche pas. C'est que ce n'est pas une mauvaise application, c'est que nous devons... Il y a beaucoup à faire dans le sens de l'appropriation dont le professeur Ndiolo parlait tout à l'heure. Chacun de nous doit s'assumer, doit comprendre, doit se rendre compte de ses responsabilités. Et d'ailleurs, le préambule est assez clair. Nous, peuple congolais, conscients de nos responsabilités devant Dieu, la nation et l'histoire. Donc, nous tous, nous devons prendre nos responsabilités. Mais nous devrions effectivement nous approprier les valeurs de la Constitution. Nous devons que chacun de nous se sente responsable de l'établissement et de la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Merci. Mais alors, professeur Macaire, est-ce que j'ai l'impression que la Constitution ou sa lecture, jusque-là c'est resté l'apanage des intellectuels, des politiciens, consorts, mais le bas peuple, permettez le terme, la population, est-ce qu'elle a déjà interrogé, est-ce qu'elle a déjà compris les dispositions qui sont dans cette constitution? Est-ce qu'on a déjà eu le temps, est-ce qu'on a le temps, les ONG, les églises, les partis politiques, de pouvoir expliquer à la population les dispositions constitutionnelles, en fait, base de l'existence même de notre pays? Merci pour la question. Justement, l'ignorance sous toutes ses formes, et surtout en ce qui concerne les lois, oui, justement, ne peut pas nous permettre de 60% de plus, justement, ne peut pas nous permettre d'avoir un état de droit comme il faut. Pourquoi? Parce que la Constitution est malheureusement rédigée en français, oui, dans un langage juridique souvent hermétique, oui, pas accessible à n'importe qui, même au niveau des intellectuels. J'ai dit autrefois pour Saint-Joly, à l'université, là, quand je pose des questions, même aux collègues, qui a une constitution sur son bureau, je voudrais lire. Combien en ont? Et à forcerie, nos mamans qui cultivent le matembele ou le ndunda. Donc, je crois qu'il y a un problème de vulgarisation. Il y a un problème de faire en sorte que la Constitution devienne un livre de chevet de tout citoyen. Parce qu'un bon citoyen, c'est celui-là qui doit, n'est-ce pas, intérioriser les lois du pays dans sa propre langue. Parce que le français est parlé par qui aujourd'hui? Maîtrisé par qui? Donc, je crois qu'il faut créer, n'est-ce pas, un mouvement autour de ces 16 ans peut-être, parce qu'il y a des enfants qui sont nés en 2006, qui n'ont pas participé au référendum. Il y en a encore peut-être qui avaient l'âge de 15 ans, 16 ans. Mais aujourd'hui, quand vous leur parlez de la Constitution, qu'est-ce qu'ils en savent? Pas grand-chose. Vous êtes traductologue. Je suis traductologue, bien sûr. Quelle est votre contribution? Ma contribution, c'est que ma thèse de doctorat a porté sur la traduction de la Constitution en lingala.
texte constitutionnel Et même en français. Facile d'ailleurs. Le professeur Diolou, vous êtes constitutionnaliste. C'est possible. Mais c'est possible. Je voudrais... je pourrais terminer, professeur, Allez-y. de sorte qu'on ait des traductions en langue nationale publiées même dans le journal officiel. Voilà. Et que nos députés, nos sénateurs, lors de leurs vacances parlementaires, puissent contribuer à vulgariser. Les églises, les personnalités, les ONG, les partis politiques, même non médias, Oui. officiels ou privés, que cette constitution devienne un livre de chevet de tout citoyen congolais, que même quand on pose la question sur le marché, est-ce que vous savez ce que pensent les législateurs, par exemple, par rapport à l'organisation du pouvoir? Qu'on ne dise pas tous les détails, mais que chacun puisse être capable de donner les grandes lignes de l'organisation du pouvoir, des droits et libertés, des devoirs de chaque citoyen. Et ça nous manque. Et insister sur ça même dans l'enseignement secondaire. Mais bien sûr, le professeur Njoli parle de l'éducation qui doit commencer dans nos familles même. Dans nos familles. Et c'est là qu'on peut créer le vrai citoyen congolais. C'est à partir des textes. Et les textes, l'appropriation des textes qui va faire en sorte qu'on ait des citoyens qui aiment leur pays. Des citoyens qui, tous, du sommet à la base, que tous nous puissions être soumis au respect, au strict respect des textes, que ce soit Kassongo, que ce soit le professeur Njolo, le professeur Mbata, que tous au moins nous nous disions nous dépendons de la loi. Merci professeur. Mais, professeur Diolou, vous avez quelque chose à ajouter à ce moment-là? Oui, parce que j'étais tellement en symbiose avec le professeur Macaire que notre intervention lors du colloque, c'était justement de dire que l'ingénierie constitutionnelle qui a été mise en place, qui, vous l'avez dit, est un compromis, une constitution équilibrée et qui a fait ses preuves pendant plus ou moins 16 ans, cette ingénierie constitutionnelle, le peuple s'en est approprié, il faut continuer. Comment? Je vous ai dit que lorsque le professeur Léon de Semoula a fait heureuse mémoire, a fait une étude sur les attentes du peuple congolais en 2015. La première préoccupation des Congolais, c'est l'instauration de l'état de droit. Et quand on a demandé aux Congolais, l'état de droit c'est quoi pour vous? Il dit le respect de la Constitution et des lois de la République. Plus de 70% des Congolais. Alors, maintenant, lorsque cette ingénierie institutionnelle pose parfois problème à nous les hommes politiques, parce que ceux qui parlent aujourd'hui de la constitution des belligérants, c'est le même hier qui disait que c'est une constitution qui a été bien écrite. Moi j'ai fait une thèse en 2003 où je disais que cette constitution était en décalage entre l'offre textuelle et la demande, et il fallait absolument trouver comment ressouder ces liens. Et M. Oscar, ce qui est merveilleux, c'est que la Constitution lui-même dit que le pouvoir public ont les devoirs d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution. À l'article 45. C'est que la Constitution doit être intériorisée. Et comment est-ce que l'intériorisation arrive? C'est resté seulement un enseignement dans les facultés des droits. Non, il faut aller, moi j'ai dit, dans la famille, dans l'école maternelle. Pourquoi les Américains, qui ont une constitution qui n'est pas parfaite, ont la même constitution depuis 3 siècles? Pourquoi les Français, pourquoi les Belges qui nous ont colonisés depuis 1831, ça fait 2 siècles, ils ont le même texte? C'est qu'on s'en est approprié et tout le monde vient protéger la Constitution. Le meilleur garant et protecteur de la Constitution, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est avec la poitrine qu'on protège une Constitution. Parce que les tendances, ceux qui disent, voilà, il faudra absolument qu'on revienne, j'ai entendu des gens dire, nous voulons une Constitution qui donne des pouvoirs forts. Même des mots ont été prononcés. Il faut une dictature. J'ai parfois eu peur. Parce que nous, les politiques,
nous avons dit beaucoup de choses. Ce qui est vrai, Oscar, c'est que une constitution, comme l'a dit le professeur Mbata, et on le dit, n'est pas une tente dressée pour l'éternité. Il y a le titre 8 de la constitution qui prévoit les mécanismes de révision, d'adaptation. Et s'il faut même réécrire une constitution, on peut le faire. Parce que cette constitution a montré quand même un certain nombre de difficultés. Mais ce qu'il faut refuser, c'est que nous rentrons dans cette kermesse ou dans cette farandelle endiablée où il faut changer les constitutions pour faire plaisir à tel camp ou à tel camp. Voilà. Merci professeur. Nous avons encore 15 minutes. Nous devons essayer. Mais je sais qu'il y a trop de choses à dire sur la Constitution. Alors professeur Mbata, dans les libertés fondamentales et les droits humains, dans la promotion de la démocratie, au bout de tout ça, il y a la consécration, si vous voulez, les élections. Et voilà, les élections, jamais applaudi par tout le monde dans ces pays. Par contre, c'est des actes de violence, parfois c'est des blessés et même des morts. Mais est-ce que nous pouvons aujourd'hui nous enorgueillir pour dire que cette constitution quand même a en fait laissé une place de choix à ces élections qui permettent en fait au pouvoir permettez donc de pouvoir s'asseoir, si vous voulez, correctement pour le bien-être de tout le monde à même moment. Les élections aujourd'hui. Je vais parler des élections, mais d'abord pour me joindre aux collègues, pour dire que je voudrais bien donner le coup de droit constitutionnel aussi dans les églises, pas seulement dans les familles. Oui. Je voudrais bien, parce que là aussi ça doit commencer. Donc la question de l'appropriation, je crois qu'il n'y a pas que les langues nationales, même le français. Même quand ceux qui lisent, je crois que vous avez souvent dans vos médias, c'est tout le monde qui interpelle la Constitution à tort et à travers. Oui. Vous avez des analystes politiques téléchevronnés, ils viennent vous dire, mais tout le monde, on a coutume de le dire, tout le monde n'est pas traductologue, professeur. Non. Tout le monde n'est pas non plus constitutionnaliste. Donc il faut qu'on puisse enseigner ces choses aux gens. Et puis, deuxièmement, c'est sur la question des médias publics, le prof Ndiola a évoqué l'article 142. Comment nous ne sommes pas des Français? Non, nos ancêtres ne sont pas des Gaulois. Il faut absolument que la Constitution et les textes de loi puissent être traduits dans nos langues locales. Ça, c'est très très important. La traduction. Moi, je connais un pays comme l'Afrique du Sud. Toutes les langues, la Constitution a des traductions dans toutes les langues. Et les pouvoirs publics doivent faire ce travail-là. Et parmi les pouvoirs publics, vous êtes également épinglé. La RTNC comme média public. Je voudrais bien qu'à l'issue de cette émission, vous, en tant que directeur de programme et la haute hiérarchie de la RTNC, peut-être pour la première fois, concevoir une émission particulière sur l'état des droits dans les médias publics, au lieu qu'on puisse suivre ça dans des chaînes privées. Parce que vous êtes un média public, j'espère que le gouvernement doit vous donner des moyens pour cette émission-là. L'état des droits et la démocratie, une émission permanente. Parce que nous sommes un média public, nous avons ce devoir-là et vraiment, lorsque nous dépassons ce 16e anniversaire, je crois que ce sont des choses qui arrivent. Les élections, on en parle assez et beaucoup. Mais moi, je dois dire que en ce qui concerne les élections, cette constitution nous a permis, lorsque j'ai parlé de l'alternance démocratique, cette constitution nous a permis de faire un bond en avant. Regardez autour de nous. Regardez autour de nous. Combien de pays frontaliers en Afrique centrale, combien de pays sont arrivés à cette alternance démocratique? Évidemment, les élections ne sont jamais parfaites et nous devons les améliorer. Et nous avons travaillé au niveau de l'Assemblée nationale et du Parlement pour qu'on ait des élections beaucoup plus crédibles. Et c'est ce qui a justifié la mise en place de la CENI dans les conditions, en suivant les critères que vous avez suivis. Donc, il nous faut des élections. Je crois, le point de départ, nous n'y sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore aux élections parfaites. Mais je crois, lorsque vous voyez tous les pays qui nous entourent, en Afrique centrale, vous êtes un très brillant journaliste. Combien de pays en Afrique centrale sont déjà passés par l'alternance que nous avons vécu? Et cela n'a été possible que grâce à cette constitution. C'est pourquoi il mérite d'être célébré. Et je pense aussi que nous autres Congolais, parfois nous sommes trop négativistes pour rien. Chaque fois que nous faisons
aujourd'hui qui tombe du ciel, même si elle a une vocation transcendantale, voire même théologique. Mais la Constitution, Oscar, c'est un procès verbal de force politique du peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire de la nationalité congolaise. C'est une histoire douloureuse. C'est une histoire violente. Toujours évoquée à chaque élection. Voilà. Non, depuis 1960, parce que le Congo, c'est un espace artificiel qui a été structuré en 1960 ou en 1885, où il y a eu beaucoup de mouvements de population, notamment à l'est de notre pays. Et cette partie du territoire national est en face des États où il y a une forte densité démographique et il y a de poussées, n'est-ce pas, autour des Litouris, de ces terres, autour du Nord Kivu, autour du Sud Kivu. Vous comprenez pourquoi cette zone, jusqu'à d'ailleurs le Nord Katanga, fait l'objet de ces mouvements M23, RCD et autres, dont l'origine, ou même les Codeco, dont les sources, n'est-ce pas, se trouvent de l'autre côté. L'exclusion de nos compatriotes également. Voilà. Une autre nationalité. Ça, c'était le premier courant. Oui. Le courant qui était le courant oriental de contestation ou de discussion ou de réclamation de nationalité. Deuxième courant maintenant, le Congo n'est plus la nation qui reçoit simplement les étrangers. Il y a le Congolais de l'étranger, il y a une forte diaspora, on parle de 10% de la population congolaise qui est à l'extérieur, mais qui économiquement intervient, n'est-ce pas, dans notre vie, même dans la vie de notre équipe nationale de football. Alors, mais si je peux aller... La Constitution doit ouvrir les portes. Mais la Constitution, c'est votre volonté, c'est comme le professeur dit, nous, si nous les Congolais, nous disons que maintenant, nous sommes prêts à avoir la double nationalité, ben nous allons entamer le processus. Mais lorsque nous nous trouvions à Sun City, nous avons dit, nous accordons la nationalité à toutes les personnes issues des ethnies ou tribus qui étaient là en 1960. C'était déjà une avancée. Mais maintenant, si on est prêt à assumer la double nationalité, ben on va la changer. Mais l'exclusivité de cette nationalité a été dictée par des contraintes sécuritaires, des contraintes sécuritaires évidentes. Mais la Constitution n'est pas figée. Et la question de la nationalité n'est pas, n'est-ce pas, verrouillée par l'article 220 de la Constitution. Donc, si vous-même vous prenez l'initiative aujourd'hui, vous avez une pétition de 100 000 signatures, mais on peut entamer les discussions. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou. Vous prenez l'initiative un jour, vous qui êtes au Parlement. Je crois que cette question de double nationalité se pose, mais il faut aussi tenir compte de toutes les dimensions de la question. Il y a d'abord l'impératif, et nous félicitons le gouvernement et le chef de l'État, de la maîtrise de notre population, le recensement, l'identification. Comment vous allez donner la nationalité aux personnes extérieures alors que vous ne savez même pas vous-même qui vous êtes? Mais l'identification pose problème aujourd'hui. On ne parvient pas à entamer le processus. Non, je crois que le travail est déjà... Et même le recensement. Mais c'est ça justement, c'est donc le recensement, l'identification sont des éléments structurants pour que nous puissions avoir une loi sur la double nationalité qui va se baser sur un vrai fichier national d'identité qui n'existe pas. Professeur Maker, alors, nous allons parler du fonctionnement de l'État, de 11 à 26 provinces. Pas de début de développement de toutes nos entités provinciales. Alors, il y a les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux qui ne font que se régler les comptes tous les jours. Est-ce que, dans la suite, on peut dire qu'il faut absolument revoir les choses de ce côté-là? Oui. Puisqu'on a l'impression que l'Assemblée provinciale, tout comme les gouvernements, bon, le développement local, ce n'est pas leur affaire. Et je crois que trop loin. Tout ce qui, en fait, la Constitution devait être un texte qui nous amène vers le mieux vivre. Oui, mais vers les choses sur le terrain. Oui, j'en arrive.
des hommes qui animent ces institutions et en plus peut-être le rapport qu'il y a entre ces institutions provinciales et l'autorité nationale. Je crois que c'est toutes ces problématiques qu'il faut voir froidement, comme disent les professeurs. Qu'est-ce qu'il faut pour l'instant? Est-ce que ce n'est pas un problème d'homme? Parce que si on veut, qui veut peu, est-ce que vraiment la manière dont ces institutions-là fonctionnent, vous prenez lors du colloque, il y a eu des propositions selon lesquelles le gouverneur de province devait être élu au suffrage direct. Pourquoi? Parce qu'il représente toute une étendue. Et lorsqu'il est élu par une dizaine ou une vingtaine de personnes, les sénateurs aussi. Ça pose problème. Il en est de même des sénateurs. Donc c'est toutes ces problématiques-là qu'il faut voir froidement. Mais là, je voudrais encore dire que le problème, c'est au niveau de la population. Le peuple. Quel est son regard par rapport à cette gestion-là? Comment elle apprécie cette gestion-là? Est-ce que le peuple s'approprie lui-même cette gestion-là des assemblées provinciales? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Justement, ça c'est un problème, professeur Joly, je crois. Il y a eu une dernière question et puis on va terminer avec... Alors, dans ce processus de développement de toutes nos entités, y compris les ETD et de tout ça, on a parlé de la caisse de péréquation et même de la rétrocession, les 40%. Il y a beaucoup de provinces aujourd'hui qui ne valent pas de la peine, où rien ne marche depuis qu'elles ont été, depuis les découpages, disons. Je ne voudrais pas tomber dans ce pessimisme, mais c'est un constat. Mais comme l'a dit le professeur Macaire, moi je suis de l'école anthropologique du droit. Le droit, ce n'est pas seulement ce que disent les textes, mais c'est ce que font les hommes. Il y a même des États qui n'ont pas un droit écrit. Et dans notre tradition, il y avait un droit coutumier. L'important, c'est quoi? Croire à l'impérativité de texte et se mettre dans la logique d'un État de droit où on est soumis au droit. Vous avez parlé de province. Vous avez dit que les provinces n'ont pas avancé. Moi, j'ai une idée contraire. Je fais la province de Lualaba. Je vois ce qui se passe dans l'Ituri. Malgré la guerre, je vois la ville de Goma, je vois la ville de Beni. Ce sont des entités qui ont fortement changé grâce à ce travail de ce qu'on appelle généralement la décentralisation. Mais ailleurs alors? Mais ailleurs, il faut se poser la question. C'est pourquoi ailleurs, lorsqu'on veut réviser une constitution ou toucher un texte aussi fondamental, on met en place une commission des experts, des professeurs de droit, des administrativistes, des stratégiologues, pour faire le point du texte, sans passion politique. Parce que nous, les politiques, parfois, nous y allons avec la passion. Alors, la décentralisation. Aujourd'hui, 16 ans après, le blocage, c'est quoi? D'abord, vous allez parler de la rétrocession. C'est le pouvoir central qui a refusé d'appliquer la rétrocession. Deuxièmement, la question de la Caisse nationale de péréquation. Le texte est voté. Il y a eu même des institutions, mais ça ne fonctionne pas. Or, cette Caisse nationale de péréquation, c'est un outil fondamental dans le développement de provinces. Donc c'est l'État qui bloque l'État. Oui, la Caisse nationale de péréquation ne fonctionne pas. Son PCA, où il y a même devenu ministre de développement rural. Donc, alors que 10% des recettes devaient aller là-bas, c'est cette caisse qui devait financer. Je prends un autre élément. Les budgets d'investissement de province ne sont pas gérés par les provinces, par le pouvoir central. Donc le pouvoir central, au lieu d'avoir un pouvoir décentralisé, a recentralisé le jeu. Peut-être à raison, à cause des difficultés évoquées par les professeurs au niveau de province. Alors, là aussi, on peut améliorer des choses. Les systèmes politiques au niveau de province, c'est que c'est un système déséquilibré. Les assemblées provinciales peuvent faire partie le gouverneur à tout moment.
Et le gouverneur n'a aucune arme vis-à-vis des assemblées provinciales. Il faut trouver des mécanismes d'équilibre. Alors qu'est-ce que les gouverneurs font? Ils achètent les assemblées provinciales et les députés provinciaux deviennent devenus des garçons de course du gouverneur. Et si le gouverneur n'exécute pas, ils le font partie. Donc il y a un ferment de déséquilibre qui peut trouver des réponses au plan du droit. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également produits qui a aloe vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896 plus 243 994 940 896 ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Gigi-Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi-Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent, être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi-Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi-Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi-Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi-Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Messieurs, dames, Tanguy Koki.